je crois que c'est un chat parce que toutes ces sensations-là sont les mêmes et font un seul concept. Mais le concept de chat, il n'existe pas. Comme dans les sciences cognitives, on dit le concept de chien n'aboie pas. Voilà, c'est simplement un état. Donc je crois que c'est mon chien. Bref. Donc par rapport à ça, on utilise justement ce mode de fonctionnement cérébral pour faire du contrôle à partir de ce qui n'existe pas. Ce qui est franchement avantageux, puisque comme ça n'existe pas, on ne peut pas le vérifier. Donc on est obligé de nous croire. Donc il y a une sorte de cercle vicieux qui va se mettre en place et qui va rassurer cette peur fondamentale de l'humain qui est « qu'est-ce que je fais là ?» Et je pense que c'est un frein aujourd'hui à la capacité d'évolution de l'humain. C'est-à-dire qu'il est figé dans ses peurs. Il se dit, finalement, ça a marché à peu près jusqu'à présent. Si demain c'était comme hier, je serais rassuré. Et on voit énormément de phobie, justement, contre la nouveauté, contre la technologie, alors qu'on est, là, si vous nous regardez, c'est parce qu'il y a toute une chaîne de technologie qui permet de le faire. Et donc la technologie en elle-même, elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait, c'est vraiment ce qu'on en fait. C'est l'intention. Ce qui nous amène à l'éthique. Ce qui nous amène à l'éthique, et c'est vrai dans tous les domaines. J'avais entendu le fait que l'inventeur justement de la fécondation in vitro regrettait sa création, enfin son invention, sa découverte, parce que ça permettait de la sélection des êtres humains. Une fois que c'est dit, on ne peut être que d'accord avec lui. C'est une horreur de faire de la sélection d'êtres humains. Mais est-ce que c'est la technologie qui en est responsable ? C'est pas la fécondation in vitro. La fécondation in vitro révèle le tempérament humain d'amélioration coûte que coûte. Et en plus, avec un terme très mal défini de cette amélioration. Donc, en effet, on va jouer sur ces peurs-là. On va essayer de faire comprendre à l'homme qu'il vaut mieux tout cadrer, tout contrôler, tout gérer, alors que même ceux qui cadrent, même ceux qui gèrent, n'ont pas plus d'idées que nous sur ce qui va se passer. Donc, je vais privilégier une forme d'optimisme dynamique qui est de dire ne jugeons pas les technologies, ne jugeons pas les avancées qui peuvent y avoir dans un futur relativement proche en nano, bio, info, comno et même d'autres. Observons-les, intégrons-les et soyons vigilants pour en faire quelque chose du bien. Il y a deux choses que vous avez dites, j'ai envie de les mettre en perspective. Vous avez parlé de cet ordinateur quantique et j'imagine que certains ne doivent pas bien comprendre comment ça fonctionne. Donc si vous avez deux mots à en dire, ça serait super. Et j'avais envie de mettre ça en perspective avec le fait que vous disiez, nous, en tant qu'être humain, on a un libre arbitre qui fait qu'on peut choisir qu'une chose à la fois. Et je me disais, et si on mixe les deux, ça donne quoi? Alors, est-ce que vous pourriez, pouvoir expliquer en quelques mots, c'est quoi ce fonctionnement d'ordinateur quantique? Et deux, ce que je vous suggère, qu'est-ce que vous avez en dire? Je n'irai pas jusqu'à l'interprétation quantique de la conscience. Il y en a qui le font. Là encore, il y a tout un continuum entre le scientifique et l'ésotérique. Il va falloir régler le curseur, mais de façon pragmatique et aussi simple que possible. Actuellement, un ordinateur, et ce qui a fait la force d'un ordinateur, c'est qu'il manipule, il ramène tout à des 0 et des 1, et avec une séquence d'actions qui vont les manipuler. Et donc, si on veut, par exemple, dans une liste de chiffres, déterminer lesquels sont pairs, eh ben, il y aura une instruction qui va dire prendre le premier chiffre, divise par 2, est-ce qu'il en reste 0, et puis le deuxième, et puis ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, si on a 1000 chiffres, ça va prendre 1000 étapes de calcul pour y arriver. L'ordinateur quantique, il est différent. Il utilise justement la propriété quantique de la matière qui s'appelle la superposition d'états. Superposition d'états, on a du mal à se représenter, c'est qu'on considère qu'une particule, tant qu'on ne l'a pas observée et qu'on n'a pas mesuré sa propriété, superpose tous les états possibles par exemple, de sa
En des corpuscules en même temps, quoi. Alors, au-delà de ça, parce qu'on des corpuscules, c'est la représentation de l'objet. Est-ce que c'est simplement une onde électromagnétique ou est-ce que c'est un corpuscule? Là, c'est carrément cet objet quantique, cette particule quantique, par exemple, au niveau de son rayonnement, de sa couleur, de sa fréquence. Aujourd'hui, par exemple, on va considérer que cette chaise est blanche ou que voilà, la chaise qui est là-bas est bleue. Ok, elle est bleue. Une particule quantique sera à la fois rouge, vert, jaune, bleu. Elle superpose tous les états. Tant que je ne l'ai pas observé. Quand je l'ai observé, je n'en ai qu'un. L'ordinateur quantique utilise cette superposition d'états. Donc au lieu d'avoir des instructions qui vont balayer toute la liste, il prend tous les états possibles qu'il superpose en un seul et il fait une étape de calcul. Ça, c'est une force absolument extraordinaire, puisque ça ramène des problèmes algorithmiques qui existent actuellement, qui ne sont pas solubles, parce que ça prend beaucoup trop d'étapes de calcul, en la possibilité de le résoudre. Un exemple clair, c'est tous les cryptages qui existent dans le monde, tous les cryptages militaires. Un ordinateur quantique, on le sait au niveau théorique, peut décrypter ça instantanément. Mais il y a une solution qui va avec, parce qu'un ordinateur quantique peut aussi crypter d'une nouvelle façon. Donc on va retrouver ce mécanisme de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ça casse quelque chose, donc est-ce qu'il faut détruire? Non, il faut l'intégrer, et il y a déjà des chercheurs qui travaillent sur des nouveaux procédés d'encryptage, et il y a des sociétés même qui se montent déjà aujourd'hui de cryptage quantique. Donc, voilà, on est dans un flot de curiosité, dans un flux où on découvre, on intègre, on apprend, on fait changer notre monde. Et là, la crainte que j'ai et que je constate, c'est que c'est un peu comme un barrage. Plus on résiste, plus ça va exploser. Juste avant que vous entriez dans cette autre séquence vers laquelle vous allez, j'avais envie de dire pour les auditeurs, ce que Niels Bohr avait dit, c'est que si on comprend la physique quantique, c'est qu'on n'a rien compris. De par la rupture que ça nous crée en termes de repères, à savoir que, imaginez que les propriétés de ce qui nous constitue sont pas forcément les mêmes que celles de la réalité qu'on observe, ça met un bazar dans la tête qui est quand même assez impressionnant. Donc ça, très clairement. Voilà, ça amène à ce que vous dites sur la résistance et le barrage. Mais je voulais juste rassurer les gens en disant tout va bien, on se détend. Si on n'arrive pas à comprendre comment ça marche, et si on essaie et qu'on voit que c'est que de la science-fiction, et je pense que ça c'est un autre point aussi, c'est que et en tout cas pour nos dirigeants, pour toute une sphère de la population, la science-fiction, c'est pour distraire les uns, sans comprendre qu'en général, ça a nourri 99% des ingénieurs d'aujourd'hui, donc qui n'ont qu'une envie, c'est de réaliser ce qui les a fait rêver jeunes. Mais comme le champ des politiques étant plutôt sciences humaines, pour faire simple, ou en tout cas des sciences économiques, mais qui ne sont pas sciences physiques et autres, et qui se sont rarement nourris de science-fiction, c'est un univers, un, qu'ils ne connaissent pas, et deux, ils imaginent même pas que ça puisse être réel et conditionner le monde. Donc ils utilisent Google sans se rendre compte que ce sont des ingénieurs ou des geeks qui se régalent à changer le monde. Donc ce que je voulais juste avant que vous alliez dans le barrage qui va exploser, c'est aussi permettre de comprendre que si on ne se rend pas compte que ce qui a intéressé une partie de la population, à savoir le futur, la science-fiction, qui leur a façonné l'imaginaire, que cet imaginaire leur a donné envie de faire des études, que ces études leur donnent envie de réaliser l'imaginaire qui les a nourris ados, pour faire simple, pour schématiser, eh bien, on méconnaît le monde dans lequel on est aujourd'hui, où ce qui prime, c'est la techno. Pas que, mais notamment. Voilà, donc je reviens sur le barrage. Il y a plein de sujets en même temps, et je vous rejoins complètement sur cette analyse. Alors, le premier, c'est se représenter ce qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on est confronté à ça par la quantique. En effet, se dire que deux particules peuvent échanger instantanément des informations l'une avec l'autre à des distances aussi éloignées qu'on veut, ça nous surprend, puisqu'on nous a appris que la vitesse de la lumière avait une limite. Au départ, ça ne nous aurait pas surpris, mais intégrer que la vitesse de la lumière a une limite et que deux particules peuvent... ça nous surprend, qu'il y a ces superpositions d'états, ainsi de suite. En même temps, il y a tellement de révolutions que l'on a déjà intégrées dans notre esprit et qu'on ne voit plus. Il faut se représenter exemple, la lumière, mais même représentons-nous le zéro. C'est-à-dire que l'apparition des chiffres chez l'enfant
c'est qu'il va compter ses bonbons ou ses billes. Mais qu'est-ce que c'est que ce zéro? C'est 0 billes ou c'est 0 mouton ou c'est 0 Si, il le doudou? comprend quand on lui enlève tous ses bonbons. Voilà, il va le comprendre. Mais pourquoi le compter, puisqu'ils ne sont pas là? C'est-à-dire qu'il y a déjà une résistance. Mais passons à l'étape d'après, c'est-à-dire au nombre négatif. C'est-à-dire qu'on enlève une bille qui n'est déjà pas là. Déjà, il n'y avait rien, mais en plus, on lui enlève une bille. Ça, on comprend mieux quand on a des dettes. Oui, mais il y a des mécanismes qui permettent de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit est obligé de rentrer dans un champ de représentation qui dépasse le réel. Ça n'existe pas moins une bille dans le réel. C'est une représentation mentale. Pourtant, on le comprend. On va le comprendre par cette notion de dette, par cette notion de quand j'aurai rajouté une bille, il y en aura 0. Et justement, le lien, c'est que la dette est en général des transactions financières dématérialisées qui permettent d'être en dette. Parce que si on le faisait avec des vrais billets, si j'en ai plus, j'en ai plus. Pas possible. Donc ça ne serait pas possible. Dès qu'on a virtualisé, dès qu'on est dans le concept, et je pense qu'il y a bien des personnes qui en profitent aujourd'hui, justement de cette dématérialisation. Je ne donnerai pas de nom. Alors après, on peut, par rapport à ces billes, on peut raisonner en trous. C'est-à-dire, il y a des trous avec des bosses, et c'est une façon de se représenter les choses. Mais à chaque fois, la virtualité du concept est difficile c'est difficile de se l'accaparer. Donc le quantique, ça en fait partie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'analyses et de recherches qui sont faites pour dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un mode de représentation qui intégrerait tout ça et qui permettrait de le sentir? Parce qu'aujourd'hui, en effet, on est confronté à des formes de paradoxes. Vous le citiez tout à l'heure, ondes, corpuscules, et ainsi de suite. Mais bon, je suis pas un spécialiste quantique, donc j'ai atteint ma limite, à peu près, de connaissances. Ensuite, par rapport justement aux politiques et à cette notion de barrage. Il faudrait réfléchir déjà aux besoins du politique, c'est-à-dire l'homme qui va déléguer la responsabilité du chemin au maître qui va donc avoir la responsabilité du contrôle de la destinée du groupe. C'est historique. C'est historique parce que jusqu'à présent, dans l'histoire humaine, on n'a pas trouvé de meilleure façon de le faire. Ça a fonctionné comme ça, le chef de clan, le chef de guerre, celui qui va faire le territoire autour du village, et ainsi de suite. Pourtant, et vous le savez très très bien aussi, apparaissent aujourd'hui d'autres modes, justement, de gestion collective qui sont aussi efficaces, mais qui n'ont pas été encore testés. Donc, là encore, il faut faire ce petit schéma mental de se dire... Ok, on se le représente pas bien encore, mais si on essayait. Et donc aujourd'hui, le politique est un petit peu pris en tenaille entre l'efficacité de son histoire, parce que c'est pas mal ce qu'on a fait ensemble, et donc pourquoi est-ce qu'on continuerait pas à faire comme ça? L'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles formes de management, de nouvelles sociétés, qui apparaissent tous en même temps, qui se tissent les uns les autres, qui se nourrissent les uns les autres, comme des siphons. Quand il y en a un qui plaint, ça va se vider dans un autre et ça va créer un raz-de-marée, clairement, dans lequel le politique ne sait plus comment gérer toutes ces forces qui apparaissent. Donc, et ce que j'ai cité tout à l'heure au niveau donc des nano, bio, info, cogno, je veux dire, dans chaque axe, il y a des milliers de choses qui s'inventent, qui sont absolument extraordinaires. En informatique, je pense par exemple aux crypto-monnaies. Ça, c'est quelque chose qui peut clairement révolutionner le futur, puisque c'est une façon, c'est pas comme on nous le fait, on essaierait de nous le faire croire, simplement une monnaie électronique pour truands qui permettent de dissimuler. C'est véritablement un changement de paradigme de la relation à la monnaie, où justement, elle est encore moins virtualisée que la monnaie réelle, puisqu'elle est limitée d'office et elle n'est sous le contrôle de personne qui pourrait en prendre le pouvoir. On se réapproprie la monnaie entre nous de façon infalsifiable. L'image serait plus de le rapprocher d'une forme d'or virtuel, une quantité finie, presque un étalon monétaire. Et aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe. Les sociétés qui se font financer instantanément justement en crypto-monnaie pour créer des nouveaux projets. Mais ça, c'est tellement efficace qu'ils n'ont besoin de personne pour avancer. Donc ça se passe à côté de ce que l'on voit. Et ça, ce sont autant de ruisseaux qui s'agrègent les uns aux autres, qui leur permettent de créer des innovations absolument extraordinaires. Je pense par exemple à ce projet, en effet, qui s'appelle Augure,
C'est très clair, c'est un projet, on va dire, d'intelligence collective globale qui permet de poser n'importe quel type de question à une sorte d'ordinateur, mais qui est constitué des réseaux de tous les individus, avec des renforcements qui sont faits en fonction de la pertinence de les réponses anciennes de chaque individu.